Nous sommes revenus à Ostwald au mois de février 1941, ce qui était relativement tard parce que quand les Allemands, quand l'armistice a été signé, donc en juin 40, c'était le slogan « Heim ins Reich », retour à la maison, et effectivement, nous étions évacués volontaires dans le Loir-et-Cher à cette époque-là, et ma tante, qui habitait à Neudorf, et mon cousin, son père, eux sont partis effectivement au début du mois d'août. Et nous, pour des raisons familiales, on a retardé notre départ et on avait même envisagé de rester sur place et de ne pas retourner en Alsace. Et là encore, pour des raisons familiales, finalement, on est parti et on est arrivé à Ostwald, donc je vous disais, au courant du mois de février. Et alors évidemment, là on était passé à l'heure allemande, mais c'était pas seulement 1 heure de différence à l'horloge, il y avait certaines choses qui avaient changé. On a débarqué à la gare de Grafenstaden parce que c'était le truc le plus proche, en venant de Mulhouse, enfin une petite odyssée, et le lendemain, avec le Korich des voisins, on a transporté les bagages jusque chez nous. Et évidemment, on n'habitait plus rue Neuve, on habitait Hintergartenweg. Alors, Hintergartenweg, l'origine, peut-être un ancien cadastre ou quelque chose dans ce genre-là, mais on est surpris. Bon, de toute façon, les rues avaient changé. Il y avait la Hermann-Göring-Straße, il y avait la Adolf-Hitler-Straße, et le lendemain, ma mère me dit va au Sadal, puisque c'était là où il y a maintenant le fleuriste en face du restaurant, va au Sadal et va voir à quoi ça ressemble, quoi. On était plutôt, disons, client Sadal que copé. Alors bon, et en descendant la rue Neuve, dans la dernière portion, je vois un gars en uniforme, je n'avais jamais vu cet uniforme, en uniforme brun, qui tourne le coin de chez Recht à la maison paysanne qui fait le coin de la rue Neuve, et quand il s'approche, je me rends compte, c'est le père d'une fille de ma classe d'âge, que je connaissais, et on a été bien élevés. Je lui dis bonjour. Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Il fonce sur moi, il commence à gueuler Heil Hitler, et puis il m'engueule. Moi j'étais là, j'étais paumé. Alors résultat des manœuvres, tout à coup il s'est rendu compte que je débarquais. Alors il s'est un peu calmé, mais il m'a dit ne recommence surtout pas. Alors évidemment, ne pas recommencer, ça veut dire quoi? Alors je ne suis pas allé au Sadal, je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à ma mère. Alors suite, il a fallu passer à la mairie pour s'inscrire, parce qu'il fallait des cartes d'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Et la mairie était plus ou moins fictive, puisque Ostwald faisait déjà partie du Gros Strasbourg à ce moment-là, et l'essentiel se passait à la Ortsgruppe de la NSDAP, donc Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ça n'avait rien de socialiste ni d'arbeiter de toute façon. Et cette Ortsgruppe était installée au coin entre la rue du Général Leclerc et la rue Jacques Prévert. C'est une maison du coin qui était toute neuve en construction et qui appartenait à la sœur, enfin, appartenait, c'est un grand mot, à la sœur de notre propriétaire, Madame Bachmann. Et bon, ils n'ont pas pu occuper leur maison, ils l'ont trouvée en piteux état après, mais bon,
Il a fallu attendre la fin de la guerre. Tout se passait là-dedans, la Ortsgruppe, quoi. Et alors il y avait le Ortsgruppenleiter et, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette espèce de hiérarchie nazie construite. On se demande de nos jours où on n'a plus de... on a des ordinateurs de nos jours pour régler ce genre de problème. Ben, chez eux, c'est cette espèce d'organisation pyramidale qui leur permettait de tout contrôler, quoi. Alors, tout contrôler, ça veut dire que on part du principe, ça on a vite appris, tu te tais et tu regardes qui est à côté de toi ou autour de toi. Alors c'est arrivé très rapidement, le mari de ma marraine, qui était au restaurant du Poirier, de Liverpool, au restaurant, il a ouvert un peu trop son bec et il a été à ce moment-là dénoncé par quelqu'un et il s'est retrouvé à Schirmeck. Alors Schirmeck, je précise bien, il ne s'agit pas du Struthof là à ce moment-là, il s'agit tout simplement de Erziehungslager Vorbrück. Et c'était un sale coup. Il n'a d'ailleurs jamais parlé de ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'ils avaient l'interdiction de dire ce qui s'était passé pendant les quelques mois, parfois, qu'on les retenait là-bas. Alors, on rigole parce que partout, c'était affiché Achtung, der Feind hört mit. L'ennemi, c'était... Mais pour nous, ça voulait dire, tu te tais, parce que le Feind, il était à double tranchant à ce moment-là. Et bon, il a fallu retourner en classe. Ça, c'est une autre phase, retourner en classe. Alors, première surprise, premièrement, on avait une classe mixte, ce qui n'existait pas auparavant. Seulement, tout le monde avait changé de prénom. Alors, moi, j'étais Hans, et puis il y avait Hermann, Armand s'appelait Hermann, et Yvette s'appelait Erika. Enfin, des noms choisis, finalement, ceux qui avaient été futés disaient Marie-Louise, parce que ça se prononçait en allemand comme en français. Pour des filles, il y en a quelques-unes qui ont fait le coup. Alors, bon, cette classe, j'arrive, il a fallu apprendre une autre écriture, parce qu'on écrivait en Sütterlin. Alors, il a fallu apprendre cette écriture. Ça a été appris on a pratiqué pendant 1 an. Ensuite, Hitler a décidé que, au départ, c'était bien l'écriture germanique. Mais ensuite, il a constaté que sur le plan international, c'était pas ça. Personne ne pouvait lire ces trucs-là. Et alors, je crois, fin 1942, il a supprimé la Sütterlin tout simplement. Alors, on est revenu à l'écriture normale. Alors, on était en classe. À la fin de l'année, il devait y avoir un tri qui devait se faire. Il y en a qui devaient aller à la Mittelschule à Ilkirch. Et le directeur a demandé à voir ma mère et lui a dit, écoutez, il devrait aller en ville, à la Oberschule. Alors, c'est lui qui a organisé un rendez-vous en ville. Bon, le directeur était d'accord à condition que je rattrape 1 année d'anglais et 1 année de latin, en même temps, quoi. Alors, bon, ben, je me suis dit, bon, on va s'y atteler. Bon, c'était pas ça le problème. Donc, c'était une classe composée, une sélection composée. Il y avait des gars de Lingotsheim, comme par exemple l'ancien maire, Bernard Père, qui est décédé, qui était dans ma classe, qui était un bon copain, parce qu'on prenait le tram. Alors, à ce moment-là, je les retrouvais au Rutich, avec le trolley jusqu'au Rutich, et là-bas, il fallait changer, évidemment. Et puis, bon, mais déjà là, dans la classe,
il y avait un certain nombre de profs qui venaient d'Allemagne. Ça, c'était... ils devaient servir d'exemple, ceux-là. Il y en a... Enfin, c'est pas la peine d'en parler parce que ça durerait trop longtemps. Mais la discipline était là. Quand le prof n'était pas là, bon, à l'interclasse, et il y en avait un qui guettait, et qui était d'ailleurs, c'était organisé, qui guettait, quand le prof apparaissait dans le couloir, il courait pour se mettre à sa place, et alors, au moment où le prof rentre, il hurlait « Achtung !» comme les militaires. Et alors, il fallait que chacun soit à sa place pour accueillir le prof, qui ensuite montait sur l'estrade, et ça partait « Heil Hitler ». Et tout le monde répondait « Heil Hitler » ou quelque chose de semblable. Parce que parfois, c'était « Drei Liter » ou n'importe quoi, c'est un truc qui rimait, quoi. Il fallait que ça rime. Et bon, déjà là, il y avait cette discipline de faire en colle, régulièrement, pour n'importe quoi, 2 Stunden Arrest. Alors ça, c'était de la colle, la retenue classique. Mais quand c'était grave, c'était Karzer. Le synonyme, c'est prison en allemand. Et Karzer, ça voulait dire on vous installait dans une salle de classe tout seul, avec un devoir donné par le prof, qui était carabiné, et vous ne sortiez que lorsque c'était terminé. Alors, tout le monde essayait d'éviter ce genre de situation. Et puis, en classe, il faut bien dire que les raids aériens, à un moment donné, il y avait des alertes toutes les nuits, parfois 2 fois la nuit. Les sirènes qui hurlaient, 3 fois faux alarme, c'était la préalerte, et puis ensuite le hurlement continu qui signifiait attention, maintenant vous descendez à la cave. Quoi. Et bon, à un moment donné, le matin, c'était des zombies qu'on trouvait sur les bancs de l'école. Parce qu'on n'avait pas dormi pendant 3-4 heures la nuit, quoi, c'était pas bien. Et on s'est retrouvés parfois aux abris à l'école, au lycée. Ah, mais je n'ai même pas encore dit quel lycée c'était. On s'est retrouvés dans la cave. Ceux qui étaient punis devaient tourner la manivelle pour le renouvellement d'air. Enfin, tout était organisé de ce côté-là. Oui, alors en ce qui concerne le lycée, c'était la Karl Rose Oberschule, qui se trouvait au quai Saint-Jean, à côté de l'église Saint-Jean, qui était c'était un ancien couvent, je crois, des bâtiments d'un ancien couvent derrière l'église Saint-Jean, donc sur le quai en ville. Voilà pour cela. Alors je dirais, les horaires à un moment donné ont été aménagés. C'est-à-dire que quand il y avait une alerte qui durait plus, disons, qui se terminait après 4 heures du matin, on ne pouvait pas demander, alors parfois la classe commençait à 10 heures, enfin il y a tout un rythme qui s'est établi, mais qui était absolument nécessaire parce qu'on ne tenait pas le coup. Quoi. Et bon, pour le reste, qu'est-ce que je dirais encore, l'écoute des radios. Ça, c'était encore un autre problème, parce qu'il fallait que nous lisions tous les jours le Heeresbericht. Parce qu'on pouvait vous interroger en classe sur le Heeresbericht. Alors, où fallait-il le trouver? Bon, il était affiché au lycée. En réalité, il faut bien dire, il n'y avait pas de radio dans toutes les maisons à cette époque-là encore. Nous, on en avait une, je me rappelle le simulacre que c'était quand on mettait en route et qu'on entendait pom 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 pom, c'est-à-dire la BBC, ou alors c'était Radio Béraud Münster, mais encore les Suisses se sont plaints parce que leur émetteur était brouillé à un moment donné, comme la BBC était brouillée. Alors parfois il fallait écouter, on entendait la moitié,
je sortais dans le couloir pour voir si on n'entendait pas, parce qu'il fallait mettre très fort, si on n'entendait pas dans le couloir, et paraît-il, ruse suprême, il fallait, une fois qu'on avait terminé l'écoute, changer de poste. Parce que si la Gestapo rentrait là-dedans, ou la police, et trouvait votre poste branché sur un poste étranger, bon, c'était chiant mec automatiquement, quoi. Je dirais, nos mères, elles ont fait des miracles dans un certain sens. Dans chaque maison, il y avait un élevage de lapins. Il y avait des poules, au maximum, parce que ça permettait de trouver les protéines dont effectivement on avait besoin de temps en temps. Ça, c'était absolument indispensable. On avait des légumes, parce que tout le monde cultivait son jardin. Alors, on peut se poser parfois la question, et les gens en ville, comment faisaient-ils? Alors là, c'était le marché noir. C'était le marché noir continuel. Alors, à Oswald, le marché noir était difficile à organiser parce qu'il n'y avait pas assez de paysans. Geispoldheim, c'était autre chose. Ou Eschau, des villages de ce genre-là, il y avait plus de paysans. Et on essayait de se ravitailler, je vous dirai tout à l'heure comment, possible. Seulement, évidemment, il fallait payer, parce que les paysans, si vous donnez ça, ils vont filer. Seulement, au change, on avait eu un change, la monnaie, 1 franc était changé contre 5 pfennig. Ce qui veut dire que la vie a triplé de prix, et le résultat dans tout cela, c'était un appauvrissement de la population. Seulement, il partait du principe, plus les gens sont pauvres, plus ils se tiennent tranquilles, plus ils sont utiles. C'était ce qu'il y avait c'est au fond, c'était comme ça que ça s'organisait, quoi. Alors, les poules, vous pouvez les élever, tout ça, mais pas les cochons. Celui qui élevait en cachette un cochon était considéré comme Volksfeind. Et il passait devant le tribunal. Et Schwarzschlachten, c'est-à-dire l'abattage clandestin, c'est à la fin des... Parce qu'un cochon, ça crie quand on le tue. Alors, résultat, personne n'osait. Et pourtant, il y en avait. Mon beau-père a raconté, il travaillait à la BAM, à la SNCF à l'époque, ils avaient un atelier, et entre eux, ils élevaient un cochon. Chacun portait ce qui lui les restes de la maison, etc. Et quand il fallait le tuer, ils se mettaient d'accord avec un conducteur de locomotive, et quand il passait, il mettait un grand coup de sifflet, et long, et strident, et c'était à ce moment-là qu'on coupait la tête du cochon. Enfin, on arrivait toujours à contourner les choses. Par exemple, un jour, enfin, je dirais entre parenthèses, ma mère était cuisinière, et pour les fêtes de famille et tout ce qui s'ensuit, bon, les premières communions et tout ce qui est confirmation ou autre, elle cuisinait. Mais elle était connue à Geispoldheim, ce qui fait que souvent elle se déplaçait pour des mariages ou n'importe, et elle se faisait payer en lard, en grains, en farine, etc. C'est-à-dire, de ce côté-là, disons, on n'a pas manqué de grand-chose. Mais il y avait quand même... alors, un jour, chez nous, alors ça s'est fait par l'intermédiaire de gens qui travaillaient à l'usine. Ils avaient réussi à sortir en pièces détachées, parce qu'il fallait effectivement... Ils étaient contrôlés à la sortie de l'usine. Il y avait des plantons qui étaient là, qui ne faisaient que ça. Alors,
ils avaient sorti en pièces détachées une presse pour presser du colza. Alors, seulement, c'était épique. Alors, je me rappelle, la presse était installée dans la cave chez nous. Il y avait on était 3 ou 4 adultes, là, des femmes, des hommes, et on chauffait le colza. C'était pas première pression à froid. Hein. On chauffait le colza légèrement, et puis ensuite il fallait courir à la cave, mettre dans la presse serrée pour avoir un peu d'huile. Et ces pièces détachées étaient en partie sorties de l'usine, parfois grâce aux, on pourrait dire presque des esclaves russes et polonais que les Allemands faisaient trimer ou crever de faim un peu partout, et où les gens d'Ostwald, les ouvriers, de temps en temps, leur filaient quelque chose à manger. Ça, c'était tout à fait... autre chose aussi, on glanait. Bon, c'était pénible. Il fallait se baisser parce qu'il fallait attendre que le champ soit vide, que les gerbes soient enlevées, et ensuite on glanait. On aurait préféré aller au Bourri prendre un bain, mais non, il fallait glaner. Alors, et ensuite, une fois que vous aviez sorti les grains, ça se sortait à la main, il fallait le mener au moulin. Alors on allait à Ernotzheim à bicyclette ou à Hurtigheim. C'était les 2 moulins les plus proches. C'était permis, parce qu'il fallait dire aux flics c'est des produits du fait de glaner, on l'a mérité, donc ça ils laissaient passer. Mais c'était toujours en théorie en petite quantité. Alors, je vous dirais, celui qui était gros, qui était obèse à la fin de la guerre, c'était qu'il était vraiment malade et qu'il avait un problème hormonal. Parce que la grossesse, les gros, étaient rares, il faut bien le reconnaître. Alors, la NSDAP partout, et à partir de 1942, la Hitlerjugend obligatoire. Alors donc de 10 à 14 ans, on était ce qu'on appelle Jungvolk, et de 14 à 18, c'était HJ, Hitlerjugend, ou PDM, Bund Deutscher Mädchen, pour les filles. Et il fallait, à ce moment-là, j'ai d'ailleurs un petit problème avec Tommy Ungerer, parce que dans ses mémoires, il a écrit qu'on leur avait fait cadeau d'uniforme. À Ostwald, on n'a jamais fait cadeau d'uniforme à qui que ce soit. Alors, ce qui fait que quand ils nous faisaient défiler, c'était pittoresque. On était habillés, et puis on nous faisait chanter les chants de la Wehrmacht, c'est-à-dire les chants nazis, le Horst-Wessel-Lied, et puis Deutschland über alles, tout ça y passait évidemment. Ça, on nous l'a fait rentrer à l'école primaire, ensuite ça a continué au Oberschule, toute façon. Et il faut bien dire que le Gauleiter, c'est Gauleiter du Gau Elsass-Bade, c'est-à-dire les 2 Gau avaient été rattachés. Il a en même temps le titre de Reichsstatthalter. Wagner, de son vrai nom, Backfisch, seulement ce nom était trop... on pouvait s'en moquer trop facilement, donc il a pris le nom de sa mère et il s'est appelé Wagner. C'était un ami de Hitler. Il avait été en prison avec lui en 1924 lorsqu'ils ont raté leur putsch à Munich. Et il ne rendait compte qu'au Führer. Il arrivait souvent à être en communication, paraît-il, avec le chef lui-même. Et Wagner, Hitler avait donné 10 ans pour nazifier l'Alsace. Wagner a dit, moi je fais ça en 5 ans.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pression était d'autant plus énorme sur tout le monde. Alors on a commencé, les bérets interdits, au pays de Bade, ils pouvaient les porter, mais pas ici. Les mots français, même le mot parapluie, bon, c'est parapluie, interdit, trottoir, non, en Bavière on parlait de trottoir, chez nous interdit. Donc tous les termes à résonance française interdits, ne vous faites pas prendre avec ce genre de truc. Maintenant, vous rentrez dans un magasin, qu'est-ce que vous dites? Bonjour, on n'en parle plus. Ah, guten Tag, en alsacien, ça passe. Mais quand vous sortez, qu'est-ce que vous dites? Oh tiens, non, ça va pas, ça marche pas. Et quoi encore? Heil Hitler? Ah non. Alors, bon, on sortait sans. Alors la politesse, elle en prenait un coup, quoi, mais c'est toujours, et je dirais toujours, en fonction des gens présents. Dès qu'on avait quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on savait comment se tenir. On a appris à être extrêmement prudent de ce côté-là. Alors, bon, la Hayot en 1942 devient obligatoire, je disais tout à l'heure, ça veut dire que vous ne pouviez passer toute une série d'examens si vous n'étiez pas membre de la Hayot. Par exemple, l'Abitur, c'est-à-dire leur baccalauréat, vous ne pouviez le passer qu'en tant que membre. Et pour certains métiers d'apprentissage, il fallait l'accord des chefs de la Hayot, c'est-à-dire ça allait relativement loin dans cette histoire-là. Et autre chose, toujours dans l'éducation, on avait des bulletins, bon, c'était des A4 pliés au milieu. Alors, première page, c'était les coordonnées, le nom, la classe, etc. La deuxième page, mais la page entière, c'était la page du sport. La troisième, c'était les autres matières, mais toutes les autres matières. Donc, une place privilégiée pour le sport, pour le dressage de ce côté-là. C'est-à-dire que on était obligé de se sortir les tripes, ou alors on avait une mauvaise note en sport. Alors, par exemple, moi je me débrouillais parce que je cavalais très très vite. En 60 mètres, j'étais parmi les meilleurs. Bon, ça passe, c'était un truc qui me permettait d'avoir, parce que là où j'étais moins bon, c'est le lancement des grenades. Parce qu'on avait remplacé le lancement du poids par le lancement des grenades. Et c'était les grenades allemandes avec le manche. Et celui qui lançait le plus loin. Vous voyez le genre de... Immédiatement, on passe dans la militarisation d'une manière ou d'une autre. Ça explique une phrase de Arthur Axmann, qui était le chef des Hitlerjugend, à l'échelon national, et qui disait « Wenn ich das Wort Kultur höre, ziehe ich meinen Revolver ». Quand j'entends le mot culture, je tire mon pistolet. Alors, vous voyez, à peu près, les autres matières tenaient sur une page. Bon, c'est réglé, c'est très net, quoi. Et puis, un jour, c'était en 1943, ouais, j'ai eu une convocation pour une session au Mont National à Aubernais. Alors, on était en 1943, j'avais 14 ans, j'avais pas encore 14 ans, et le but, on n'en sait rien. Il semblerait qu'ils voulaient former un grade qui n'existait pas dans la Hitlerjugend jusqu'à présent, parce que, comme j'avais 13 ans, l'année suivante, je devais passer dans la Hitlerjugend. Et alors, ils ont décidé qu'il y avait des cours pour former, des cours de formation
pour ce grade. Et j'ai été convoqué tout seul sur Ostwald, il n'y avait personne d'autre. Il y avait un copain de ma classe à la Oberschule, qui était de Schiltigheim, qui était convoqué. On s'est retrouvés, bon, ben, avec rien que des inconnus, mais ce qui était beaucoup plus grave, c'est que la moitié étaient des Allemands, qu'on avait fait venir, qui noyautaient complètement le système. Alors on était installés en tipi, indien, et une dizaine, une douzaine, on couchait en rond là-dedans, et c'était prévu pour 4 semaines. Et bon, en français on appelle ça une feuillée. Pour aller se soulager, ben, tout ça c'était en plein air, avec des planches en bois, etc. Au vu aussi de tout le monde, et les odeurs aussi. Bon, de vrai dressage à la militaire. Bon, d'ailleurs, la cantine, c'était une roulante. Et il y en avait toujours qui étaient de corvée de pluche, comme dans l'armée. On se réveillait 6 heures du matin, ensuite gymnastique, pendant une bonne demi-heure, ensuite toilette, petit déjeuner, ensuite une pensée du Führer, à méditer pour toute la journée, et ensuite des cours théoriques sur comment il fallait encadrer la Hitlerjugend et tout ce qui s'ensuit. Ça durait à peu près toute la matinée. Et l'après-midi, boxe, lutte, close combat avec des armes factices, et le bouquet c'était 5h, 6h du soir, exercice de tir dans une carrière désaffectée, exercice de tir avec des instructeurs de l'armée, avec le Mauser de l'armée. Je ne vous dis pas les épaules douloureuses qu'on s'est ramassées avec ce genre d'engin. Eh bien non, on a passé par là et on était contrôlé, on était noté. Si on ne faisait pas des progrès, c'était la fin des haricots. Ensuite, repas du soir, et alors toutes les nuits, il y avait des patrouilles, des binômes en patrouille. J'ai réussi avec mon ami Sengel d'être avec lui, mais on patrouillait parfois de 2h à 4h. Bon, il valait mieux dormir habillé parce que ceux qui terminaient leur truc à 2h venaient vous réveiller et il fallait sortir tout de suite. Seulement vers le matin, bon, on était au mois d'août, mais vers le matin, au Mont National, il commençait à faire frais. On était en chemise, on grelottait. Et continuellement, c'était des opérations planifiées, c'est-à-dire, tout à coup, il y avait quelqu'un qui apparaissait, halt, Losungswort, c'est-à-dire le sésame qu'il fallait pour passer, et si jamais vous les laissiez passer, vous étiez puni le lendemain, c'est-à-dire, on voulait que vous soyez sur vos gardes, et, enfin, du matin jusqu'au soir. Enfin, ils nous tenaient en main. Et pourtant, il y a, paraît-il, un rapport de 1943 qui a été signé par le ST, le Sicherheitsdienst des SS, qui disait qu'il est difficile de germaniser la jeunesse alsacienne et difficile de les nazifier. C'est-à-dire en 1943, ils se rendaient compte qu'ils avaient échoué sur un certain plan et ils avaient échoué déjà sur le plan, ils avaient essayé de recruter des volontaires. Eh bien, en une année, ils en ont eu 2000 je crois, sur les 3 départements annexés. C'est un échec total. C'est pour ça qu'ils sont passés en 1942 à la conscription et l'incorporation de tous les jeunes. C'est un effet. Remarquez, ils n'ont pas raté les adultes non plus. Il y avait le Luftschutz, c'est-à-dire ceux qui n'étaient plus sous uniforme. Ils avaient même un uniforme
ceux d'un certain âge, mais tout le monde, semble-t-il, devait être concerné. Et les femmes ont fait des stages ils appelaient ça Laienhelferinnen, c'est-à-dire bon, les éléments de premier secours, quoi. Et tout le monde était pris. Tout le monde. Là, j'ai une histoire qui me vient en tête, c'est une anecdote. Nos voisins, les Probst, la fille aînée travaillait en ville chez une riche veuve. Et cette veuve avait des amis qui, à un moment donné, ont été prévenus. Attention, je ne sais pas maintenant si c'était une expulsion ou une arrestation, et ils ont été prévenus par un Alsacien qui était au courant. Et alors, ils se sont débarrassés d'un certain nombre de choses avant. Et il y a des choses qui ont atterri à Ostwald. Je me rappelle, on avait dans la salle à manger un certain nombre de tableaux qui étaient enroulés dans une couverture pendant toute la guerre. Mais seulement les Probst, ils avaient hérité du perroquet. Ils avaient un perroquet blanc, magnifique, qui s'appelait Coco. Bon, ça, je dirais, c'est pas grand-chose, Coco, seulement Coco parlait français, Coco sifflait la Marseillaise, et il sifflait aussi « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Et alors, quand il démarrait son récital, c'était du plus haut comique, parce que ça s'entendait dans la rue. Même fenêtre fermée, ça s'entendait. Et alors, c'était toujours jeter une couverture sur la cage, essayer de le faire taire, pour dire, et regarder par la fenêtre s'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de passer dehors. C'était une petite anecdote à propos de cette peur inhérente, continuelle, cette pression. Les derniers mois ont été relativement pénibles, puis on savait que, avec les postes étrangers, on savait que ça avançait, que Paris avait été libéré, et nous, alors, les classes 27 étaient parties au service militaire. Les 28 étaient, étaient sur le point de partir. Les 29, c'était nous qui étions concernés, et on a reçu un ordre de marche. Et il y avait la classe 29 et la classe 30. Un ordre de marche se présentait le surlendemain, pas le lendemain, heureusement, le surlendemain, le samedi 26 août, à la gare de marchandises de Cronenbourg, avec un ravitaillement pour 3 jours, des effets vestimentaires à volonté, et on devait donc aller, on ne sait où. Nos mères nous ont accompagnés à la gare, et à la gare de Cronenbourg. Vous aviez des gosses qui n'étaient pas, parce qu'on avait 13 ans, on avait 14 ans. Les mères qui avaient les larmes à l'œil, évidemment, ça a été relativement pénible. On avait un train spécial, les anciens wagons de 3e classe, parce que ça existait, la 3e classe à l'époque, avec des banquettes en bois. Il fallait grimper dedans. Il n'y avait pas de couloir longitudinal sur tout le truc, il y avait toujours 2 compartiments qui étaient accolés. Et alors on se retrouve entre copains, on a essayé évidemment de se retrouver entre copains. Et puis le train est parti, puis de temps en temps il s'arrêtait, puis il repartait, et puis il roulait la nuit, il s'arrêtait le jour. La nuit évidemment c'était pénible, parce que quand on passait dans une gare, on ne pouvait pas lire, étant donné qu'il y avait l'obscurcissement obligatoire, à Tunklung, comme on disait. Alors, quand le train passait à une certaine vitesse, on n'avait pas le moyen de lire, on ne savait pas où on était.
Le jour encore, on savait, tiens, on va vers le sud, ou on va vers l'est, ou vers l'ouest, en se repérant sur le soleil. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et puis, cette espèce d'errance a continué pendant, je pense que c'était à peu près 2 jours. Et puis, tout à coup, le train est parti en arrière. Alors là, c'était le hurlement, Mafaraham. L'histoire, on rentre à la maison, ben, pas du tout. Alors, tout simplement, changement de direction. Et le train s'est arrêté dans une gare de marchandises où il n'y a pas de panneau, on ne sait pas où on est. Alors, on entendait, en colonne par 4, et marche, et avec notre barda, et on y va, bon, c'est l'habitude. Puis tout à coup, on entend quelqu'un qui dit, il a vu un panneau en français. Je dis, un panneau en français? Ah oui, il a vu boulangerie. Ah ben, c'est boulangerie, on n'est plus en Alsace, là. Alors on était à Raon-l'Étape, dans les Vosges. Et on nous a menés au bac à danser jusqu'à une école. Bon, l'école était vide, on avait sorti des meubles, il y avait 2 ou 3 bottes de paille par salle de classe, une pile de couverture, installer vos lits. Alors il y avait le groupe Ostwald, parce que là on ne nous a pas séparés. Et l'autre moitié, c'était une très grande salle de classe, des gens du Neudorf, non du Neuhof. Et bon, il n'y a pas eu de relation entre nous, disons. Et donc, le lendemain, en état de marche dans la cour, des outils, des pelles, des pioches, des pêches, des brouettes, et en dehors de la ville, sur la route entre Raon-l'Étape et Lunéville, on devait creuser un fossé anti-char, doublé de 2 rangées de tranchées en zigzag communicantes, et voilà, au boulot. Alors, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais? Bon, on a réussi à se caser un peu du côté des tranchées, parce que c'était, disons, plus humain en dimension qu'un fossé anti-char qui fait, disons, presque une dizaine de mètres de large, avec la profondeur que ça. Et bon, des ampoules plein l'air, mais n'empêche. Et bon, à midi, la roulante, c'était l'armée qui. Mais enfin, c'était de la bouillie tous les jours, quoi. On n'était pas nourris en conséquence de ce qu'on nous demandait finalement de faire. Et il y a une anecdote aussi, à 10 heures, couvre-feu, Zapfenstreich, pas un mot, ils ne veulent plus rien entendre. Et en dessous de la salle de classe où on était installé, il y avait le porche d'entrée de l'école. Et ce porche d'entrée était gardé par un homme en armes, baïonnette au canon, toute la nuit. Il n'était pas question mais de toute façon, même dans le train, lorsqu'on circulait, il y avait des gars de la Hayot et des SS. Mais pas la Waffen-SS, non, les Totenkopf. C'est-à-dire les uniformes noirs, qui surveillaient toutes les ouvertures pour qu'on ne puisse pas sortir du train. Et là aussi, on était gardé donc de ce côté-là. Et alors, un gars, c'est un gars du New York, ça ne pourrait pas être chez nous, qui raconte une blague à un copain, mais bon, et le copain éclate de rire. Et alors, le garde qui est en bas, parce qu'on était au mois d'août, les fenêtres étaient ouvertes, tout de suite, Schnauze halten, c'est-à-dire vos gueules, quoi. Et le gars lui répond, like me, vous pouvez vous imaginer la suite, c'est-à-dire, en français, va te faire, on peut, bon, ça ne se traduit, c'est
trop poli, quoi. Et le lendemain matin, on nous a réveillés un peu avant les autres, tour de cour, pompe, et tout ce qui s'ensuit, avant le petit déjeuner et avant de partir. Et ensuite, il fallait partir au boulot. Enfin, ça, c'est vraiment une anecdote. Mais bon, on s'est pas amusé, là. Et après ça a duré à peu près 3 semaines. Hein. Un jour, il y en a un qui a donné un coup de pioche, et il y a une source qui a jailli. Seulement, la source, elle a noyé le fond. Et les mecs, ils ont continué, ceux qui étaient dans la tranchée anti-char, ont continué à travailler dans la flotte. Enfin, c'était du dur, quoi. Alors, il restait, notre fossé anti-char, il restait au milieu la route qui était conservée, mais elle avait été minée. Donc, elle devait être détruite au dernier moment. Enfin, d'après ce qu'on sait, elle n'a jamais été détruite, parce que les Américains ne sont pas passés par là. On a travaillé pour des prunes. Ils sont passés plus au sud, à Épinal, plutôt que de passer du côté de Raoul-Étape. Et donc, tout à coup, notre œuvre étant terminée, ben, on rentre. Ah oui, ben, on rentre. Ah oui, mais on rentre comment? Ben, on rentre à pied. Et alors, ils nous ont fait partir. On devait en plus de ça emporter nos outils. Enfin, on les a oubliés de temps en temps dans le fossé, quoi. Parce que au début, on a marché, et puis ils nous faisaient chanter, il fallait aller au pas. Mais après, tout à coup, c'était la retraite de Russie. Hein. Et alors, nous, Moyen-Moutier ou Snon, on ne connaît pas. On ne savait pas où on était. Et des kilomètres au kilomètre au kilomètre, je crois qu'il y en avait 25, ou je ne sais pas combien, on est arrivé à Goldurhans. Et là, au Goldurhans, ils nous ont séparés en 2 groupes. Le groupe Ostwald et je ne sais pas qui encore, enfin d'autres, sont à droite vers, à l'époque ça s'appelait Salzon, c'est-à-dire Saussure. Et le groupe de gauche, Lingolsheim là-dedans, entre autres, à Plaine. Et là, sur la place principale du village, il y avait un représentant de chaque famille, de chaque ferme, et on lui attribuait, avec le maire à côté, on lui attribuait, suivant l'importance de l'exploitation, 4, 5 ou 10, etc. Alors on s'est retrouvé à 4 ou 5 d'Ostwald dans une ferme où il n'y avait que 2 femmes. La propriétaire, la mère, en blouse noire, parce que son mari était décédé peu de temps avant, et sa bru, dont le mari était porté disparu en Russie. Et donc tout le monde, les 2 femmes en blouse noire. Mais elles étaient d'une genre. Et alors, ce qui nous a surpris, c'est qu'on est tombé sur des gens qui parlaient le Welsh. C'est-à-dire, c'était presque du français. Et là, bon, on a pu s'en donner à cœur joie d'un certain côté. Et on nous avait donné, avant de nous séparer, un morceau de pain, qui devait être la ration du soir. Mais elles nous ont fait une soupe aux légumes, ça descendait quand même mieux. Et alors le lendemain, la jeune femme nous a dit, vous venez avec moi, on va aux champignons. C'était début septembre, on était presque à la mi-septembre, on va aux champignons. Et elle connaissait dans les sapinières, elle connaissait les endroits où il y avait des cèpes et des girolles. On a rempli 2 grands paniers à linge avec des champignons. Et à midi, elles nous ont fait une omelette aux champignons monumentale. On s'est régalé. C'est pour la première fois qu'on mangeait quelque chose de convenable depuis un bon moment. Le soir, on a de nouveau eu une soupe, mais il y a des copains qui n'ont pas eu cette chance d'avoir, où on ne s'est pas tellement occupé d'eux, quoi. Ils se sont contentés de leur quignon de pain. Et là, et puis le lendemain, on a commencé à tailler des bâtons de marche, parce qu'on s'est dit, si jamais ils nous font partir,
autant avoir un bâton pour marcher comme il faut. Voilà. Alors, on avait nos couteaux, on taillait nos bâtons, et puis on nous a prévenu, cet après-midi, on s'en va. Ah ben, où? Ah ben, non, pas besoin de le savoir. Et vers le soir, tout à coup, allez, rassemblement et direction à pied. On a retrouvé le groupe qui venait de Plaine et Saint-Blaise. Saint-Blaise, le côté de Collois, La Roche, enfin le fond de la vallée, toujours le fond de la vallée. Et là, on nous a fait attendre à la gare et un train est arrivé pour nous prendre en charge. Alors, on avait un peu la trouille parce qu'on s'est dit maintenant qu'ils nous ont remis dans un train, pourvu qu'ils ne nous ramènent pas à un autre endroit où il va falloir creuser. Non. Le train part la nuit, et là c'est pareil, on ne voit pas les... quand on passe dans une gare, le temps de regarder, on voit juste Heim, la fin du mot, quoi. Alors il y en a un qui a dit j'ai vu Molsheim, l'autre a dit j'ai vu Ensheim. On a vu des Heim. Et puis tout à coup, le train s'est arrêté dans une gare. Et on a entendu un hurlement dans le train, Lingels. Alors nous, on ne connaissait pas, on ne savait pas si c'était la gare de Lingolsheim. Alors il y a des gars, effectivement, de Lingolsheim qui ont sauté du train. Les SA hurlaient, enfin bon. Mais ils se sont taillés à toute vitesse, ils étaient chez eux, quoi. Mais nous, on s'est dit, bon, ben on ne sait pas. Mais si c'est Lingolsheim, c'est qu'on rentre à la maison. Alors bon, jusqu'à la gare de Strasbourg. À la gare de Strasbourg, il était minuit passé. Ils nous ont débarqués. Démerdez-vous. Alors on est rentré à pied encore à Ostwald. Bon, c'était long, mais on était quand même contents de... Tant pis. C'était fatigant, mais on y est allé. Et on est arrivé... je ne sais pas, à 2h, 3h de la nuit, avec mon bâton, j'ai tapé contre le volet de la chambre à coucher pour réveiller ma mère. On a passé toute la nuit à raconter, parce qu'il faut s'imaginer maintenant ce que c'est. De nos jours, avec les portables et tout ce qui s'ensuit, aucun problème. Mais là, nos parents ne savaient pas où nous étions. C'est terrible à imaginer. C'est horrible. Alors, bon, et le jour où j'ai tapé contre le volet, c'était le jour de mon anniversaire. Je vous ai dit, c'était le 20 septembre. Je me rappellerai toujours. Je ne risque pas d'oublier cette date-là. Et le 20 septembre, c'était un mercredi, et puis, je ne sais pas, le lundi d'après, je me suis retrouvé chez ma tante à Neudorf, probablement une histoire de marché noir, je ne me rappelle plus, le matin déjà, de bonne heure, et tout à coup, sirène. On était le 25. Et sirène, four alarme, et puis ça a commencé à cogner avant qu'il ait le temps de déclarer l'alerte générale. Et Neudorf avait déjà été bombardé une fois. Alors ma tante, elle connaissait la musique, elle a pris ses clics et ses claques, la cave immédiatement. Mon cousin n'était pas là, alors où est-ce qu'il peut être, etc. On était tous les deux seuls dans la cave, parce que les autres gens étaient au travail. Et puis tout à coup, bon, ça commençait à secouer, ça commençait à s'effriter au-dessus de nous, quoi. Bon, on ne sait pas combien de temps ça, sur le coup, je ne savais pas combien de temps ça avait duré. Bon, ça avait duré plus d'1 heure, probablement. Et après 1 heure, bon, terminé. Alors Neudorf avait pris, alors ma tante me dit, tu rentres, j'ai dit, je rentre à la maison. Alors elle me dit, mais tu ne passes pas par la Méno, parce qu'ils s'ils ont voulu bombarder quelque chose, c'est la Méno. Comme ils avaient déjà raté la première fois quasiment, parce que c'était l'usine d'aviation Juncker, là où il y a maintenant Citroën, Juncker, qui était installé là. Donc c'était vraiment une cible. Et alors elle me dit, passe pas par la Méno. Je dis, bon, je vais aller jusqu'en ville, et puis je vais longer le canal. Bon,
jour, je rentre, j'arrive place de la Bourse, eh ben c'était la ville qui avait dégusté. Là j'ai vu, je vais quand même traverser la ville. Place du Corbeau, rasée. Rue des Hallebardes, tout par terre. Côté de la place Kléber, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé sur les quais, j'ai vu mon bahut qui brûlait. Ah là, j'ai failli bondir de joie, quoi, mais je dis, on ne retournera pas de toute façon. On aurait dû rentrer déjà au mois de septembre. Ils avaient préféré nous embarquer dans leur expédition de Schanzen, comme on disait à l'époque. Donc l'école était passée à l'arrière-plan. Alors en ce qui concerne l'électricité, il y avait des coupures continuelles. Alors c'était la lampe à acétylène qu'on utilisait, c'est-à-dire les lampes de mineurs, cockpit lampe. Et j'étais chargé, comme les hommes étaient au travail, j'étais chargé de 4 ou 5 lampes. Et ça, c'était un travail méticuleux, parce que tous les soirs, on les utilisait. Le matin, il fallait les nettoyer, il fallait que ce soit sec, parce que vous ne pouviez pas mettre je dirais, c'est pas le carburant, mais la poudre à l'intérieur, s'il y avait une certaine humidité, parce que sinon ça partait tout de suite, quoi. Donc il fallait que ça soit sec, il fallait remplir les réservoirs, il fallait nettoyer le brûleur, parce que de temps en temps il y avait de la suie, et ensuite il fallait solidariser le tout et le rapporter aux différents propriétaires qui attendaient le soir. Effectivement, si la lumière se coupait, on s'éclairait à ça. Et ça a duré des mois, parce que même après la libération, c'était souvent le seul moyen qu'on avait de s'éclairer. Et alors, une autre anecdote, c'est que à côté, au numéro 10, en haut, il y avait la famille, donc Émilie, la sœur Parman, mais en bas, il y avait la famille Griezmann. Et le mari, Paul, était en Russie, et il y avait donc la mère et la femme et la mère de la femme. Il y avait 3 femmes là. Et bon, donc c'est moi qui m'occupais de la lumière. Et alors un jour, Madame Griezmann me dit, viens avec moi. Alors je l'accompagne, et elle me mène dans une pièce, punaise, la bibliothèque. C'était plein de bouquins. Plein de bouquins français. Alors là, il y avait tout. C'est là que j'ai vu les 3 mousquetaires pour la première fois. Il y avait du Dumas, il y avait du Gautier, il y avait tout ce qu'on veut. C'était la bibliothèque de son fils, de son fils aîné, l'abbé, parce qu'il était abbé à l'époque. Et ils avaient gardé tout ça, benoîtement. Si quelqu'un... Alors moi, en sortant, elle a dit, tu emportes ce que tu veux. Mais je ne sortais pas par la rue, je sortais pas, il y avait une sortie par derrière, où je pouvais passer par les jardins, mais j'avais de la lecture. J'avais de la lecture française, je pouvais m'y mettre tout de suite. J'avais de l'avance sur la libération de ce côté-là. Et ma mère, elle avait attendez, elle est en 83, donc 18 et 7, donc elle avait 25 ans en 1918. Et elle avait vécu la libération de Strasbourg et l'entrée des troupes françaises à Strasbourg le 22 novembre 1918. Et alors, elle disait toujours, tu verras, ils vont revenir le même jour. Et ce matin-là, il faisait un temps de chien, il pleuvait ou pleuvait, et j'étais... je faisais la grasse matinée, je ne sais pas quelle heure il pouvait être, il devait être 9h ou 10h. Tout à coup, ma mère rentre dans ma chambre et dit « Jetzt langt, que comme on le mus ?» Elle regarde, elle ouvre le volet,
Je regarde devant le volet, il y avait une automitrailleuse avec l'étoile américaine sur le truc. Je n'avais pas entendu arriver, j'avais bien dormi. Et je m'approche de la fenêtre et je vois des marins français. Ils avaient le bachi avec le pompon sur la tête qui tourne. Alors j'étais soufflé. Ils étaient arrivés sans que je ne le remarque parce que j'avais dormi, j'avais bien dormi. Alors évidemment, c'était l'effervescence dans la rue. Et on entendait partout « Taki George et Sto ». Et bon, personne ne pouvait dire s'il l'avait vu, mais la rumeur circulait à travers le village à la vitesse de... Parce que tout le monde savait qu'il était parti en 1941. On savait que son père avait été faire un tour à Schirmeck aussi, autant que je me rappelle. Et tout à coup, ben, il était connu, c'était mon coiffeur qui était revenu. Alors c'était pas rien, quoi. Mais tu ne sortiras pas de la maison parce que ça canardait encore. Alors c'était évidemment le problème de l'approche d'Ostwald par, je crois que c'est la colonne Putz qui devait à ce moment-là passer dans ou la colonne de Bray, ou les deux ensemble. Alors il y a un ami d'Egbolsheim qui m'a raconté qu'ils sont venus par Oberscheffoldsheim et Wolfisheim. Là, ils ont accroché au fort à Wolfisheim. Seulement, Leclerc avait bien donné les ordres en conséquence. Si vous rencontrez une résistance, vous ne vous engagez pas, vous la contournez et vous continuez. C'était ça le mot d'ordre de la 2e DB. Et donc, ils ont laissé peut-être 1 ou 2 unités sur place, mais ils ont contourné, ils sont rentrés dans Egbolsheim. Et là où la RN4 et la rue principale à Egbolsheim débouche, ce qu'on appelait à l'époque l'octroi, parce qu'il y avait un octroi là, là il y avait des Allemands avec Panzerfaust, c'est-à-dire le truc anti-char, qui ont commencé à tirer, et ça bloquait la colonne. Alors, comme là, il y avait un rétrécissement, où passer? Alors, il semblerait qu'il soit passé par les 2 ponts, le canal de la Bruche et la Bruche, qui étaient des ponts en bois. Ils ont passé dessus pour aller sur Lingolsheim. Et à Lingolsheim, une fois qu'ils ont voulu rentrer sur Ostwald, ils ont buté sur la batterie anti-aérienne qui était installée entre le Röttich et Ostwald. Et c'était des canons quadruples qui pouvaient être utilisés en terrain plat. Ce n'était pas uniquement pour la DCA. Et il s'est passé, semble-t-il, un épisode où un half-track avec drapeau blanc aurait approché pour demander la reddition et on lui a tiré dessus. Alors évidemment, là, ce qui s'est passé après, mais il y aurait c'est un truc, il y a eu 2 jeunes de Kamsheim qui étaient Luftschutzhelfer, c'est-à-dire qui étaient mobilisés là-dedans et qui étaient en uniforme et qui ont pris la fuite. Et pareil, direction Ostwald. Et ils avaient peur, parce qu'ils avaient un uniforme allemand sur le dos, qu'il y ait des problèmes. Et il paraît qu'ils se sont cachés pendant une nuit dans l'école du centre, dans la cave. Et le lendemain matin, quelqu'un les a trouvés, ils ont expliqué leur truc, on leur a fourni du vêtement, etc. Donc ça a été un des épisodes. Maintenant, ça c'est... ensuite, comment la colonne est arrivée rue Neuve, mystère et boule de gomme.
Elle a dû continuer ensuite sur Illkirch, puisqu'il fallait traverser encore le fameux pont où il y avait marqué 3,5 tonnes, et des chars de 30 à 35 tonnes ont passé dessus, les uns après les autres, mais à distance quand même. Et j'ai parlé à ce sujet avec, à l'époque, quand j'étais moniteur de colonie de vacances de la SACM à Fouté, avec la directrice, c'était Madame Christen, qui était la tante du lieutenant qui avait mené la charge du côté de Illkirch. De Marcel. Oui. Alors, elle m'a raconté, enfin, ce qui s'était passé à Illkirch, quoi. Mais chez nous, c'était surprenant, tout à coup, les drapeaux qui sont sortis. Chaque maison avait quasiment sur sa façade un support pour drapeaux. Et tout à coup, les drapeaux sont sortis de nulle part, alors qu'ils étaient interdits, etc. Et je me rappelle, le drapeau du 10A, c'est-à-dire de chez nous, il était enroulé au grenier. Si quelqu'un était rentré là-dedans, c'était la catastrophe, là aussi. C'est parce qu'on risquait, etc. Bon, on l'a secoué la poussière et puis il était bon. Enfin, les drapeaux sont sortis partout. Il y a la grand-mère de ma femme avait, au moment de l'annexion, elle avait découpé le drapeau en les trois couleurs, et elle avait plié les trucs et les disséminé dans l'armoire. Et le matin, la machine à coudre, et ça a passé 2 coutures et le drapeau était prêt. Ça a été instantané, et puis alors ce sentiment d'un poids qui vous tombe, c'est terminé, on n'a plus rien. Et pourtant cette libération, ben, c'était pas fini. Et la radio allemande disait « Elsässer, wir kommen wieder, es lebe der Führer ». Alsaciens, nous allons revenir. Donc ils savaient parfaitement ce qui se passait chez nous. Et la menace était là. Et la menace est venue ensuite du nord, par l'opération Nordwind, qui est allée jusqu'à Kielstedt, près de Gamsheim même, et dans le sud, la poste de Colmar, jusqu'à Hirstein. Donc on était à vol d'oiseau à une vingtaine de kilomètres. Donc la libération, oui, mais on disait toujours, les jeunes, on va vous évacuer si jamais les Allemands reviennent pour que vous ne soyez pas pris. C'était l'idée, quoi. Et même les Américains avaient envisagé de sacrifier Strasbourg à un moment donné, si De Gaulle n'avait pas insisté à ce moment-là. Alors, bon, ça a été une période où j'ai toujours apporté de la lumière aux voisins. C'était la période, disons, il y avait un couvre-feu, 17h30, interdiction de restauration. Bon, il y avait aussi des dangers, on était à la portée des canons allemands, puisque il était dans le but de l'attaque de Leclerc de franchir le Rhin. Mais il y a eu une telle opposition à un moment donné qu'ils ont été bloqués. Ce qui fait qu'on restait à portée de tir des Allemands. Alors évidemment, ça... C'est difficile, on était dans un état assez... Enfin, il y avait une espèce de précarité, puis en plus de ça, bon... il y a eu à Ostwald ensuite différents régiments qui se sont succédés. Bon, on a eu un capitaine qui a réquisitionné ma chambre à coucher, quoi. Bon, mais ça, on lui a cédé volontiers. On l'a invité à manger, on lui donnait ce qu'on pouvait, quoi. Évidemment, on a toujours eu la sensation, ça y est, c'est terminé, mais la menace reste. Alors, cette menace, elle est tombée uniquement le 8 mai.